Alexis, je te laisse le cerceau, pas d'excès de vitesse. Vous avez 1 heure pour faire le tour de la question. Écoute, j'ai l'impression d'être le capitaine Picard aux commandes de l'Enterprise ou Pascal Praud. Hein, parce que j'ai un gros plateau ce soir et c'est quand même super cool. Alors 32 000 €, bravo, super. Continuez les dons, hein, on espère péter les plafonds. Merci à vous de votre générosité, merci aux grévistes, merci à tous ceux qui les soutiennent, à ceux qui sont là. On va parler dans ce plateau de la résistible ascension du néolibéralisme autoritaire. Parce que ça vous a pas échappé que les lois d'exception s'enchaînent et se multiplient, que les libertés se réduisent, que les violences s'accumulent et que le contrôle, eh bien, est un peu partout. Et puis, l'actualité, eh bien, elle nous sert. C'est vrai que, Olivier, je suis content de t'avoir invité. Olivier Tesquet, journaliste à Télérama, tu traites beaucoup des questions de surveillance. On a mis en accusation les réseaux sociaux pour une malheureuse vidéo d'un sexe en érection d'un candidat à la mairie de Paris. Est-ce que c'est la faute aux réseaux sociaux, tout ça, et le danger pour la démocratie ? C'est un peu toujours le même affrontement en costume d'époque. J'ai l'impression que dès qu'il se passe un truc comme ça, c'est toujours la faute des réseaux sociaux, la faute de l'anonymat, la faute du pseudonymat, alors que on est quand même dans une situation où on a quelqu'un qui a revendiqué le geste, enfin le fait d'avoir mis en ligne la vidéo, qui est Piotr Pawlenski. On a des relais qui ont été tout à fait identifiés. Joachim Son-Forget, ex-député LREM exclu. Le futurologue préféré de l'extrême droite, Laurent Alexandre. Urologue. Futurologue. Donc on a quand même des gens qui l'ont fait un peu à visage découvert. Et malgré ça, on a des prises de parole de Gérard Larcher qui nous parle des torrents de boue des réseaux sociaux, de Bruno Bonnel qui est le député LREM du Rhône, qui nous dit que l'anonymat est évidemment la plaie qu'il faut absolument suturer. Moi, ce qui me pose souci là-dedans, c'est que d'une, c'est pas le sujet, on s'en rend bien compte, que ça revient systématiquement sur le devant de la table, sur le devant de la scène, dès qu'il y a ce genre d'actualité. Même il y a quelques mois, Éric Ciotti militait pour qu'on doive plutôt justifier de son identité à chaque fois qu'on ouvre un compte sur un réseau social. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où ceux qui réclament le plus la mise à nu de l'anonymat, et je rappelle qu'Emmanuel Macron l'a fait lui-même, hein, il avait dit, je me souviens, c'était pendant tous les débats qu'il y a pu avoir déjà sur le sujet il y a un peu plus d'1 an, son discours consistait à dire que l'anonymat sur les réseaux sociaux donnait l'impression que toutes les paroles se valaient. Donc on était quand même déjà dans une distribution très verticale de la parole, qui était évidemment de son point de vue assez nocif, puisqu'il doit y avoir une hiérarchie dans la façon dont les gens prennent la parole. Et je remarque que tous ceux qui ruent dans les brancards sur l'anonymat sont toujours les gens qui peuvent s'exprimer précisément en leur nom propre et se privent pas pour le faire. Donc en fait c'est toujours une question de pouvoir. L'anonymat. Moi, j'ai souvent eu ce débat, on l'a même eu au sein de la rédaction encore ce matin. C'est pas une valeur absolue. En fait, il s'agit pas de dire l'anonymat c'est bien ou c'est mal. En fait, tout dépend de la position dans laquelle vous parlez. L'anonymat aujourd'hui sert à plein de gens pour se protéger, pour pouvoir prendre la parole dans des conditions où ils ne seraient pas susceptibles de le faire autrement. Dans tout un tas de pays, mais même aujourd'hui aussi en France. Suivant que vous mettez la vidéo d'une violence policière, je dis vraiment ça à tout hasard, en ligne, et que vous le faites sous votre vrai nom ou que vous le faites sous un pseudonyme ou de manière anonyme, c'est pas exactement la même chose. Donc de ce point de vue-là, on est face à une situation où on a vraiment l'imposition d'un pouvoir par la levée, ou en tout cas la velléité de lever l'anonymat. Juste une toute petite digression, je suis déjà trop bavard, mais ça percute une autre actualité. Je lisais Mediapart hier soir, où j'ai appris que la Direction générale de la police nationale songeait à obliger, on va dire, sous notamment la pression du syndicat Alliance, le floutage des vidéos de policiers. Là, on voit bien, dans cette espèce de collision, alors évidemment, c'est deux sujets différents, hein, je suis pas en train de les mélanger à outrance, mais on voit bien dans la collision de ces deux sujets que d'un côté, il faudrait lever l'anonymat des petites gens, quelque part, et que de l'autre, on sanctuariserait celui, et donc on organiserait l'impunité de fonctionnaires chargés d'une mission de service public. Là aussi, on va dire que cette espèce de dissymétrie m'interpelle un petit peu. Alors, justement, tu parlais d'anonymat. Jérôme, merci d'être avec nous. Toi, Jérôme Rodriguez, du fait du mouvement de Gilets jaunes, tu as perdu ton anonymat.
Maintenant, on t'arrête dans la rue parce que tu es Jérôme Rodriguez. T'as plus le droit de circuler comme tu veux. Ça t'est arrivé récemment, c'était Place Vendôme, où des policiers t'ont empêché d'avancer. Comment ça se passe maintenant, la vie de tous les jours, maintenant que tu es sous l'œil de Sauron du ministère de l'Intérieur? L'œil de Sauron. Ouais. C'est sympa. Pardon. Non, je le prends bien, Alexis, il n'y a pas de souci. Non, moi je voudrais juste rebondir sur ce que disait monsieur il y a 2 secondes, suite à l'anonymat. D'accord? Moi, l'anonymat, je le subis tous les jours, que Dieu fasse, sur les réseaux sociaux. Les insultes, les diffamations, je vais te crever un œil, espérons que le flic te crève le 2e œil, les menaces de mort, les menaces de viol sur ma fille, les menaces de viol sur ma femme, je le prends tous les jours. Les menaces de dévoiler des secrets sur ma vie privée, je le prends tous les jours. Ça, c'est la version anonyme. Mais il y a la version connue. Vous avez le Parisien, il y a 1 an en arrière, qui s'est permis de titrer « Jérôme, grand dealer de stupéfiants et gros voleur dans les magasins ». À savoir que je me suis fait péter avec une boulette de shit un jour, comme tout consommateur qui se respecte. Jusque-là, tout va bien. Et voler, ça reste encore à prouver. D'accord? Voilà, j'ai 40 ans. Ces gens-là, qui ne sont pas anonymes, qui n'est autre que la propagande du préfet de police à Paris, qui s'appelle le Parisien, se permet de dévoiler ce genre de choses. Ma vie est ruinée derrière. Ma mère apprend à 40 ans que je suis fumeur. Voilà. C'est comme ça. Donc ça, on s'en soucie peu. Mais par contre, quand Griveaux s'amuse avec son polichinelle, on met en jeu la démocratie, on a ruiné sa vie politique. On parle de violence. On parle de violence. Ouais. On parle de déni de démocratie ou de mise en danger de la démocratie. Mais laissez-moi rire. Les vrais outils de la mise en danger de la démocratie aujourd'hui, c'est la politique de terreur macronienne, le LBD 40, le 49.3 qui pointe son bout de son nez, les lois liberticides, les empêchements de circuler. Et donc je reviens à ce que tu me disais. Effectivement, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quand j'arrive sur Paris le samedi, j'en prends plein la gueule. Pas. Aujourd'hui, on est quoi? Tu peux pas faire pas un le pas. mardi. Non, pas le mardi. Là, j'étais en manifestation. Je suis tombé sur le chef de la Brave M. Bonjour, monsieur Rodriguez. Il serait possible que vous descendiez du mur, s'il vous plaît? Oh, j'ai cru que j'allais lui offrir une sucette. Magnifique. Non, je lui ai dit, vous voyez, quand on parle correctement, je me suis exécuté. Bonne journée, monsieur. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas plus simple. Et c'est rien de professionnel, c'est une question d'éducation. Ta mère, elle t'a appris à être poli, utilise-le dans ton travail. Et tu verras que les choses, elles seront beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, ouais, je peux pas circuler. Il y a des places qui me sont interdites. On me contrôle en m'appelant monsieur Rodriguez. Monsieur Rodriguez, contrôle d'identité. On m'amende sans avoir ma pièce d'identité. Donc aujourd'hui, j'ai des amendes, mais je ne sais même pas où elles vont être envoyées, parce qu'ils n'ont même pas ma pièce d'identité en main. On m'oblige à vouloir traverser le trottoir pour aller en zone interdite et mieux m'appréhender. Et puis quand je tends mes mains comme ça en disant arrêtez-moi, mettez-moi en garde à vue, on me dit vous faites de la rébellion. J'ai un policier en face de moi, quand on tend ses mains, on n'est pas très rebelle quand même. Donc au final, ils finissent par craquer, ils me disent de retourner chez moi. Donc aujourd'hui, ouais, je subis une... Tiens, je vais te raconter une anecdote, puis je laisserai parler les autres. Je suis en tournage, enfin, on a une interview prévue avec Miller, d'accord, sur l'Arc de Triomphe, un jour de manif. Et là, je percute. Attends, c'est la manif, effet discriminatoire, je dois être interdit de Champs-Élysées obligatoirement. Allô, la préf. Voilà, je suis Jérôme Rodriguez, je vais me rendre, j'ai monsieur Pichonnier, qui fait partie du bureau à monsieur Lallemand, je vais me rendre sur les champs. Pourquoi faire? À quelle heure? Avec qui? Vous êtes combien? Et pourquoi faire? Tout ça pour pas avoir une amende. On arrive sur les champs, comme par hasard, il y a 2 flics qui se pointent. Alors je leur dis, écoutez, moi j'ai prévenu monsieur Pichonnier, laissez-nous tranquille, quoi. Il est au courant. Ok, très bien, ils repartent. À défaut de venir me contrôler moi, ils ont été contrôlés monsieur Miller. On sait jamais si c'était pas la bonne personne. Voilà mon quotidien aujourd'hui sur Paris. Le samedi? Le samedi, ouais. Et quand je préviens la préf, au pire que je suis là. Donc je peux plus faire un pas tranquillement, mais ça après c'est à l'identique de l'ensemble des gilets jaunes. 403 amendes, 54 000 euros d'amende en un seul samedi face aux défenseurs des droits, au bâtiment du défenseur des droits. Avec tout ce pognon, monsieur Lallemand, il a de quoi s'acheter un plus grand chapeau. Voilà. Pour faire encore plus de dons. Et ce qui est regrettable, et moi j'en interpelle aujourd'hui face caméra et je regarde la caméra, monsieur Toubon, vous servez à quoi? Vous avez 403 de vos concitoyens qui se sont fait amender devant votre bâtiment, devant votre mur, et vous n'en faites rien? À quoi servent ces institutions? À nous coûter un pognon de dingue simplement pour servir les puissants? Donc à un moment donné, venez vous occuper des citoyens, s'il vous plaît. Merci Jérôme. Alors,
pour les dons, pas dans le chapeau de Monsieur l'Allemand, hein, faites ça au collecton plutôt, c'est mieux, ça monte. Continuez de donner pour les grévistes, pour les caisses de grève. Merci beaucoup. Et puis pour ce qui est de la garde à vue, on va inviter un journaliste qui en a souffert parce que également la presse en est victime. C'est Taha Bouaf que j'invite à nous rejoindre en plateau pour parler de son procès qui vient. Alors, c'est pas pour le coup de théâtre avec Macron, hein, c'est pour une autre petite affaire sympathique où la BAC t'avait un peu maltraité. Merci d'être là, Taha. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'attend le 25 février ? Donc, pour recontextualiser pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire depuis le début, en juin dernier, donc le 11 juin dernier, à Alfortville, je couvrais un piquet de grève de travailleurs et de travailleuses sans papier qui bossaient pour Chronopost, donc qui demandaient une régularisation et une embauche et des conditions de travail et de vie en fait tout simplement plus dignes. Donc je faisais ce reportage très tranquillement sans qu'il ne se passe aucun incident. J'étais le seul journaliste sur place quand un agent de police qui semble être un agent de police ou pas puisqu'il n'a aucun insigne à ce moment-là me demande d'arrêter de filmer. J'ai dit écoutez, je vais pas arrêter de filmer, je fais simplement mon boulot et je vais continuer de le faire. Donc je me fais poussé à ce moment-là, je m'énerve contre lui et puis très rapidement je me retrouve avec 3 policiers sur moi, un policier de là-bas qui me fait une clé de bras, qui me déboîte l'épaule malgré le fait que je lui ai dit mon épaule, il a tiré dessus, il me l'a déboîté. J'ai été plaqué au sol avec la technique donc du plaquage ventral, qui est une technique d'immobilisation létale, qui a notamment causé la mort de Cédric Chouviat, Adama Traoré et d'autres, qui est interdite dans plusieurs pays de l'Union européenne. Et donc j'ai été plaqué par plusieurs policiers, et dont ce policier de là-bas qui a, j'ai publié la photo sur les réseaux sociaux, son genou sur ma tête. Donc j'ai eu 10 jours d'ITT, j'ai été placé en garde à vue. Sur le chemin donc du commissariat, j'ai été tabassé par ce policier, par cet agent de là-bas qui a proféré des insultes racistes, des menaces, etc. Et je me retrouve, moi, poursuivi pour outrage et rébellion. Et le pire dans tout ça, c'est que il y a de la part du parquet une sorte de complicité dans cette injustice qui m'arrive, puisque à l'audition avec l'OPJ durant ma garde à vue, moi et mon avocat Maître Halimi avions signifié que j'avais des vidéos de mon interpellation, puisque j'ai filmé toute mon interpellation du début à la fin, et donc je pouvais prouver que je n'ai rien fait et que j'ai été agressé par ce policier de la BAC. Eh bien, ils n'en ont rien fait. L'enquête a été clôturée donc pendant la garde à vue, des poursuites ont été engagées, et mon téléphone a été placé sous scellé. Et donc pendant plusieurs mois, ça a été une bataille judiciaire, c'est-à-dire que mon avocat a envoyé des lettres et des lettres et des lettres avec Amnesty International, 23 sociétés de journalistes, plusieurs syndicats de journalistes pour demander la restitution de ce téléphone qui est mon outil de travail, qui à plusieurs égards, ça viole la loi puisque sur la protection du secret des sources, puisque tout ce que contient ce téléphone, agenda, notes, correspondance, est protégé normalement par la loi. C'est mon outil de travail, c'est une atteinte à la liberté de la presse puisque je ne peux pas sortir ce reportage que j'ai fait sur ces travailleurs à ce moment-là. Et surtout, c'est une atteinte au droit de la défense puisque dans cette vidéo, il y a la vidéo de mon interpellation avec laquelle je peux prouver que je n'ai absolument rien fait. Et donc pendant plusieurs mois, ça a été une bataille judiciaire jusqu'à en novembre, donc de juin à novembre. On a eu une audience en novembre devant le tribunal de grande instance de Créteil et la juge a donné droit à notre demande de restitution. Donc on a une décision favorable qui demande la restitution du téléphone. Pendant plusieurs semaines, le service des scellés nous fait courir en nous disant il nous faut une décision écrite pour vous rendre le téléphone. Et dès lors qu'on l'a eu, donc c'était il y a très peu de temps, ils nous disent, là, donc le procès c'est dans 8 jours, c'est le 25 février, ils nous disent la juge a oublié de mettre le numéro du scellé dans sa décision de justice, donc on peut pas vous rendre le téléphone. Le procès c'est dans 8 jours. Aujourd'hui on veut me tendre un guet-apens judiciaire, c'est-à-dire que je vais arriver à mon procès sans les moyens de me défendre. Il se trouve que, comme par hasard, le service des scellés dépend du parquet. Le même qui met mon téléphone sous scellé, le même qui engage les poursuites contre moi. Bon, tout ça est un peu gros, d'autant plus que, il n'y a pas besoin du numéro de scellé puisque c'est le seul scellé qui m'appartient dans l'affaire, au parquet de Créteil, et c'est d'autant plus gros que le mois dernier, il y a 3 semaines, je me fais arrêter au théâtre des Bouffes du Nord pour avoir signalé la présence du président de la République et avoir signalé qu'il allait peut-être avoir des manifestants qui allaient effectuer une action. Et c'est la même méthode qui est utilisée. On va inventer des chefs, des qualifications débiles pour ouvrir une garde à vue. On ouvre une instruction et puis on met le téléphone sous scellé.
Donc là encore, j'ai un téléphone, mon outil de travail, je ne peux pas sortir mon reportage et je me retrouve donc 24 heures de garde à vue, privé de ma liberté. Je me retrouve déféré devant une magistrate, une juge d'instruction, qui ouvre le dossier et qui ne trouve rien, à part un tweet. Le tweet où je signale simplement la présence du président de la République, avec un parquet qui demande ma mise en examen. La juge d'instruction ne l'a pas suivi, bien évidemment. J'ai été placé sous le témoin de statut assisté. Mais voilà, le téléphone est aujourd'hui toujours sous scellé puisque l'instruction est toujours ouverte. Donc aujourd'hui, j'ai 2 téléphones dans les placards de la justice. Ça en devient ridicule, ça en devient grotesque. J'ai donc ce procès dans 8 jours. J'ai l'instruction qui est ouverte. J'ai été convoqué et des gens de ma rédaction sont convoqués dans le cadre d'une commission rogatoire où on passe des heures à aller chez les flics, où là on fait pas notre boulot non plus. Donc voilà, aujourd'hui on veut nous asphyxier avec des procédures, on veut nous faire peur avec des méthodes policières qui sont en fait juste inacceptable dans un état de droit où en fait on veut faire peur aux journalistes, c'est-à-dire ne venez plus en manifestation, ne venez plus sur les piquets de grève, quand on vous dit d'arrêter de filmer, vous arrêtez de filmer, et on le voit voilà avec toutes ces demandes des syndicats de police, notamment sur la question de flouter, pas diffuser des vidéos, pas filmer, etc. Et ça revient sur le tapis, tous les mois, tous les 2-3 mois, on revient sur le tapis. Il y a eu la proposition du sénateur là dans le cadre de la loi de la haine. Bon voilà, en tout cas, c'est des pressions et ça ne touche pas que moi, ça touche beaucoup de journalistes sur le terrain. On a créé un collectif pour ça, qui s'appelle le collectif REC, Reporters en colère, et on a recensé sur plusieurs manifestations, plusieurs journalistes blessés, dont le 5 décembre, on avait recensé 26 journalistes blessés, dont plusieurs gravement. Il y a ce journaliste de l'agence Anna Delou qui a perdu un œil dans une manifestation. Et voilà, on est vraiment sur le comptage sur l'année dernière, à peu près dans les 200 journalistes blessés. Il n'y a aucun pays de l'Union européenne qui aujourd'hui en arrive à ce taux-là. Et pendant ce temps-là, RSF et compagnie ferment les yeux. Donc voilà. Donc il y a ce procès qui arrive pour moi en tout cas dans 8 jours. C'est donc le mardi 25 février. On appelle à un rassemblement de soutien à 8h30 devant le tribunal de grande instance de Créteil. On vous attend nombreux, puisque là, il ne s'agit pas que de moi. Bien sûr, il s'agit de me défendre personnellement. Mais voilà, c'est des valeurs, c'est ce qui fait partie des règles d'organisation de notre société et des valeurs qu'on veut défendre dans le cadre d'une république en fait, sociale et égalitaire pour tout le monde. Donc voilà, ça se passe mardi. Ce sera à 8h30 au tribunal de grande instance de Créteil. Merci de m'avoir donné cette tribune. Le 25 février. Merci de nous avoir rejoints. Alors, Caroline Mécari, vous êtes avocate. Regarde le micro, tiens. Hop. Est-ce que la justice est aux ordres en France ? C'est une question on ne peut pas y répondre comme ça de but en blanc. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système judiciaire, une institution judiciaire qui fonctionne de la manière suivante. On a d'un côté les magistrats du parquet, les procureurs, qui sont hiérarchiquement soumis aux gardes des Sceaux qui déterminent la politique pénale en France. Et puis de l'autre côté, on a les magistrats du siège, c'est-à-dire ceux qui vont juger. Par exemple, tout à l'heure, quand Taha nous indique qu'il va être jugé, ce sont les magistrats du siège qui vont le juger. Et ce n'est pas que la justice, ce n'est pas que les magistrats soient aux ordres, mais on n'a pas besoin de leur donner d'ordre. En fait, ils sont coulés dans un moule où ils vont servir le pouvoir qui est en place. Et ils vont, la plupart du temps, toujours, entre guillemets, servir le pouvoir qui est en place. Pour la carrière ? Pourquoi ? Non, mais quand je dis le servir, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que ils sont au sein d'un service public et ils ont le sentiment... Mais c'est au service des citoyens, pas du pouvoir. Non, mais ils ont le sentiment de rendre la justice au nom du peuple français et ils ne sont pas insensibles, bien évidemment, aux différents gouvernements qui vont se succéder. Et donc, non pas qu'on va leur donner des indications, mais ils intériorisent un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres politiques, sociologiques. Ils viennent aussi d'un certain creuset sociologique qu'il ne faut pas oublier. Et donc, selon qu'ils se sentent plus ou moins prêts
de la personne qu'ils vont juger, sociologiquement parlant, ils ne vont pas avoir les mêmes comportements. Mais je crois que parfois même, ils ne s'en rendent même pas compte. Donc c'est très compliqué de répondre à cette question en disant oui, la justice est aux ordres. Non, elle n'est pas aux ordres. Ce qui est sûr, c'est que dans la crise des Gilets jaunes, enfin dans ce qu'on appelle la crise des Gilets jaunes, et la répression qui s'en est suivie, c'est-à-dire ces milliers de gardes à vue, puis de déferments devant les tribunaux correctionnels, les magistrats ont tapé fort. Ils ont vraiment tapé fort. Certains, il y a des procureurs qui ont menti pour couvrir la parole politique. Alors, je ne sais pas s'il y a des... Oui, il y a eu des procureurs... À Marseille, oui, en effet, vous avez raison, mais ceux-là ne jugent pas. Ça, c'est des procureurs. Non, donc, ils sont... Le système judiciaire. Hein, le système judiciaire, on peut aller même plus loin. On peut même rappeler que le procureur de la République de Paris est quelqu'un qui, pour arriver à ce poste-là, a dû recevoir, entre guillemets, l'assentiment du président lui-même. Et que ce procureur est celui qui a osé écrire une note pour dire à ses parquetiers qu'après... Enfin, une note au terme de laquelle il fallait garder à vue les gilets jaunes, y compris, même s'il n'y avait pas d'infraction constituée, au-delà du délai légal, c'est-à-dire on les garde jusqu'au samedi soir ou jusqu'au dimanche matin pour empêcher les gens de manifester. Donc là, oui, en effet, on voit bien qu'il y a une partie de l'appareil judiciaire qui est au service d'un gouvernement, qui est un gouvernement à la fois néolibéral dans ses choix de politique économique, ça c'est très très clair, dans tous les choix depuis la suppression de l'ISF sur les valeurs mobilières, la mise en place de la taxe flat, et puis la réforme de l'assurance chômage, et là on le voit avec la réforme des retraites qui est vraiment un changement de paradigme. Et dans le même temps, pour pouvoir être soutenu, puisque toutes ces réformes sont impopulaires et que les gens ne sont pas idiots, eh bien, s'il y a des manifestations, s'il y a une manière de faire valoir sa colère et son opposition, on ne va pas hésiter une seule seconde à utiliser les forces de l'ordre et l'institution judiciaire d'une certaine manière pour réprimer ces mouvements populaires, en fait. Alors, justement, les forces de l'ordre, Alexandre Langlois, vous êtes policier, vous êtes syndicaliste chez Vigie, vous voyez de l'intérieur le malaise dans la police. Est-ce qu'à un moment, elles vont pas en avoir marre d'obéir à ces ordres-là, justement, qui vont parfois un peu loin dans le traitement des manifestations? On a vu toutes ces violences, Jérôme en est une des victimes. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai ras-le-bol par rapport à ces ordres qui viennent de la hiérarchie? Il y a un ras-le-bol de façon générale, oui, parce qu'on n'est pas rentré dans la police pour taper sur les gens qui n'ont rien fait. On a le monopole de la violence légitime, pour reprendre Bourdieu et Max Weber, mais du coup, après, il faut l'utiliser de façon légitime. À l'heure actuelle, le problème qu'on a, je vais faire un parallèle très simple, c'est qu'en mai 68, il y avait le préfet Grimaud qui a écrit une lettre aux policiers, en disant, le préfet de police de Paris de l'époque, en disant, faut y aller mollo et taper un manifestant à terre, c'est très grave, ça renvoie l'image, etc. 50 ans plus tard, ce passage-là, quand la préfecture de police a réécrit la lettre en disant j'ai écrit l'intégrale de cette lettre dans son magazine interne, ils ont coupé ce paragraphe. À la question pourquoi vous l'avez enlevé, personne n'a eu la réponse. Donc on ne sait toujours pas. Aujourd'hui, on est dans la démarche inverse, c'est qu'on a un préfet de police qui s'appelle Monsieur Lallemand, qui donne des ordres pour réprimer de façon assez violente les manifestations, et sur le terrain, les policiers qui font ce qu'ils peuvent avec la vision qu'ils ont sur le terrain pour limiter l'impact des ordres qu'ils vont recevoir. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des comportements inadmissibles qui sont encouragés. On en peut voir des gens qui font des tirs tendus avec des LBD, on a pu voir Olivier Béziade à Bordeaux. D'ailleurs, petite anecdote, c'était Monsieur Lallemand qui était préfet à Bordeaux. Il a eu une promotion préfet de police pour ses bons agissements là-bas. Donc, je veux dire, c'est aussi une volonté politique d'encourager ces comportements. Ensuite, il y a aussi un autre exemple, à Marseille, je ne sais plus quel acte des Gilets jaunes, sur 80 tirs de lanceurs de balles de défense, 60 des 3 mêmes fonctionnaires de la même équipe. Alors, je veux bien que de temps en temps, et effectivement, on ait besoin de protéger une vie, mais 60 fois les mêmes, non, c'est pas possible. Mais il n'y a pas d'enquête derrière. Donc, on en revient après derrière. Donc, cette minorité qui pose problème agit en roue libre, parce que c'est les instructions qui viennent d'en haut. La deuxième chose également, où c'est une volonté politique que ça se passe mal, c'est que par exemple en 1986, nous avons eu les voltigeurs avec Malik Osekim, décision politique de M. Pasqua, que je ne pense personne pourra traiter de gauchiste autour de ce plateau ni nulle part, a dit décision politique, je supprime les voltigeurs. Décision politique de M. Castaner, je les remets en place en les appelant les braves.
Donc je veux dire, c'est que des décisions politiques de la gestion du maintien de l'ordre. Ouais, c'est ça. Donc à partir de là, on arrive à quelque chose d'aberrant. Les gens ne se comprennent plus, on ne sait plus comment faire. Il y a des exemples dans d'autres pays européens où ça se passe bien, avec d'autres méthodes. Et chez nous, on reste persuadé qu'on est les meilleurs au monde. Alors c'était vrai dans les années 70-80, mais depuis, le monde a évolué. Il faudrait qu'on évolue aussi. Et enfin, donc, on arrive au contrôle de la police. Qui c'est qui contrôle la police? C'est pas le problème en France également, c'est une des rares exceptions européennes, c'est la police elle-même. Donc à partir, plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est un petit peu pareil que dans le reste de la société, plus on est exonéré de toute faute, de toute responsabilité. C'est-à-dire que ce sera toujours la personne qui sera sur le terrain qui sera incriminée. Voilà. Après, là, ça part sans doute de responsabilité, ça c'est pas la question, mais on va jamais remonter la chaîne hiérarchique. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va être plutôt dans un système de vengeance, c'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui a fait une faute qui va être sanctionné. Par contre, demain, ça va se reproduire parce qu'on n'aura pas enlevé l'élément déclencheur qui est au-dessus. Et tant que toute cette chaîne hiérarchique n'aura pas été changée, un contrôle externe de la police n'aura pas pu être possible, on arrivera à cette situation catastrophique. Et sur ce contrôle externe, j'en ai un exemple pour que tout le monde comprenne bien que ce n'est pas que des on-dit. Je prends l'affaire Steve à Nantes. Il y a eu 2 enquêtes. Une enquête de l'inspection générale de la police nationale, circulée, il n'y a rien à voir, tout va bien. Et après, il y a eu une enquête judiciaire sous le contrôle d'un magistrat. Et là, du coup, c'est non, en fait, on l'a bien poussé dans la Loire. Donc, au final, les sanctions qui ont été données administrativement, ça a été des déplacements pour promotion. Ils ont dit on n'a pas sanctionné le commissaire et le préfet. Parce qu'on est dans un certain monde, dans un certain milieu. À titre de comparaison, je donne toujours ça pour bien marquer les gens. On avait un collègue qui était cuistot en CRS. Pour avoir pris 4 steaks périmés pour les donner à ses chiens, l'administration l'a attaqué parce que c'était un sale voleur. Il fallait l'exclure de ses fonctions pendant 3 mois. On l'a défendu, même en le défendant, il a quand même pris 15 jours. Donc je veux dire, c'est le 2 poids 2 mesures qui est assez insupportable et l'exemplarité devrait venir d'en haut. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Voilà. Et je vais juste répondre à 2 petites choses sur le floutage des policiers, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Oui. Nous, on serait pour aussi le floutage. Pas que les vidéos soient pas filmées, mais qu'ils soient floutées, parce que des fois, il y a des policiers qui font leur travail, les vidéos sont malheureusement coupées, il y a des fois, elles ne sont pas coupées, mais il y en a des fois qui vivent aussi un enfer après, parce qu'on les a mis dans une situation en disant c'est lui qui a fait ça, et qu'on a tout le contexte, finalement, la personne n'avait rien fait. Donc au nom de la présomption d'innocence, ce serait intéressant de les flouter. Pas pour dire qu'ils sont protégés, oui, ils sont protégés, parce qu'on fait un métier des fois pas facile. Ensuite, sur l'affaire de Tar, je veux dire, il y a une chose que je voudrais saluer, parce qu'il est là ce soir, il y a 2 choses qui m'amusent, parce qu'il est, il est là, on a saisi son téléphone. J'ai envie de lui dire, il n'a qu'à faire comme Alexandre Benalla, se passer de la fouille pour rentrer. Lui, il n'a pas eu de problème avec son téléphone portable. Et heureusement qu'il y a des journalistes indépendants, parce que justement, cette affaire Benalla, on serait passé à côté s'il n'avait pas été là. C'est vrai. Alors, ce modèle néolibéral, Romaric Gaudin, vous êtes journaliste à Mediapart, vous avez écrit sur ce thème-là. C'est pas nouveau, en fait, le programme de Macron. Le projet, en fait, il a quelques années. Pourquoi ça va si vite en ce moment? Pourquoi on a l'impression qu'il y a une horloge, en fait, et qu'il faut passer la réforme des retraites absolument, qu'il faut casser le code du travail, l'assurance chômage? Pourquoi ça va si vite avec Macron? Vous avez raison, le programme, l'idée néolibérale est née dans les années 70. Enfin, moi, je vois plutôt dans le néolibéralisme plutôt qu'un ensemble d'idées. C'est plutôt un mode de gestion générale du capitalisme qui en fait arrive après la crise, dans la crise des années 70, qui est la crise un peu du modèle fordiste traditionnel, donc qui était basé sur la redistribution et le développement de la société de consommation. Ça arrive un petit peu à sa fin dans les années 70 et à ce moment-là se développe ce que j'appelle, avec d'autres, le modèle néolibéral, qui est un modèle qui est effectivement celui du développement de la marchandisation de la société à outrance, et on en a parlé dans le plateau précédent avec la réforme des retraites, mais effectivement l'assurance chômage, le droit du travail, etc., mais même la loi Pacte, même des petites lois qui passent un peu inaperçues, mais qui en fait vont dans ce sens un peu de marchandisation généralisée de la société, mais avec un rôle important pour l'État. Et c'est ça qui est un peu différent par rapport au libéralisme classique du 19e siècle, c'est que l'État, là, prend une part entière à ce développement de la marchandisation de la société. Et dès le départ, en fait, le néolibéralisme a un caractère autoritaire très fort, notamment dans les entreprises. C'est quelque chose qui est souvent oublié, mais Grégoire Chamaillou, qui a écrit La société ingouvernable l'année dernière, a très bien décrit les débuts en fait de ce néolibéralisme, et ça commence en fait
dans les firmes américaines par un mouvement de répression sur les syndicalistes. Et ensuite, ça monte, ça devient une véritable pensée structurée au niveau des élites politiques, et ça va se développer. Avec une particularité en France, c'est qu'en France, il y a une vraie résistance à ce modèle-là, résistance qui est à la fois sociale et politique, et qui fait qu'en fait, on va aller un peu moins loin qu'ailleurs. Ce qui explique notamment qu'en France, on a encore ce fameux régime des retraites qui est plutôt très redistributeur, qu'on a eu beaucoup d'éléments de redistribution, qu'on a une fiscalité encore, même si elle l'est beaucoup moins qu'avant, très redistributive, et qu'à un moment, effectivement, il y a un conflit qui est d'ordre culturel, parce que le néolibéralisme, c'est quelque chose qui est d'ordre culturel, entre des élites et une population, pour essayer de convaincre cette population que le néolibéralisme est bon pour elle, parce qu'effectivement, eh bien, on va développer des choses qui vont donner la chance à tout le monde, voilà, les talents, la liberté, etc. On y reviendra. Là, je sais que Macron ne veut pas et on est là, mais il y a Serge aussi, Serge Faubert, qui est en duplex à l'Assemblée et qui est prêt à nous dire quelque chose d'intéressant, Monsieur Faubert. Qu'est-ce qui se passe? Il est là? Non, il y a une baisse. Ah, il a une petite baisse de débit, Serge. Donc alors on continue, on me fera signe à l'oreillette quand est-ce qu'on pourra passer la parole à Serge. On attend que le débit remonte. Serge, tiens bon, on est avec toi. Vous, pendant ce temps-là, continuez à donner pour la caisse de grève. Je ne sais pas combien on en est parce que j'ai pas de chiffrage devant moi, mais vous pouvez le voir. Si vous donnez, vous allez voir. C'est important, c'est justement pour éviter ce bulldozer néolibéral et que cet État solidaire, cette République sociale soit démantelée, que les grévistes sont là. Et c'est vrai que ce projet, c'est pour ça que je voulais vous avoir un peu tous autour du plateau, parce que l'État est au cœur de ça. C'est-à-dire que les gens qu'on a élus pour tenir et nous aider, en fait, faire le lien, la solidarité, sont là, en fait, pour détricoter. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et Christina, vous êtes avec nous, vous êtes économiste et vous venez du Portugal. Portugal qui est souvent montré comme un peu un miracle européen. Et l'envers du décor n'est pas ce qu'on croit. Ah, pas du tout, hein, pas du tout. Enfin, moi, je vis en France. Je précise que je suis portugaise, mais que je vis en France depuis un bon moment. Je suis d'ailleurs conseillère municipale à Gentilly. Je suis aussi membre du bureau national d'un parti politique portugais qui s'appelle Bloco de Esquerda et qui est classé dans la gauche radicale portugaise, membre du parti de la gauche européenne. Alors, évidemment, ce qu'on a voulu faire, en ce qui concerne particulièrement le Portugal, ce qu'on a voulu faire accréditer, c'est que il y a eu un miracle au Portugal. Donc le gouvernement socialiste qui a été porté au pouvoir grâce à l'appui de la gauche radicale et du Parti communiste, il aurait bravé les traités européens et donc ça faisait accréditer l'idée qu'il était possible d'avoir un salut dans le cadre des traités européens, ça veut dire de Maastricht et du pacte budgétaire, ce qui est tout à fait faux, dans la mesure où on ne nie pas qu'il y a eu une parenthèse dans la politique d'austérité poursuivie par la Troïka entre 2011 et 2014. On ne peut pas nier ça, qu'il y a eu une dévolution, une restitution des revenus qui avaient été imputés par la Troïka, qu'il y a eu les 35 heures qui ont été rétablis dans la fonction publique, il y a eu des fériés qui avaient été supprimés, qui ont été rétablis, qu'il y a eu des privatisations, une réversion de certaines privatisations qui étaient en cours, mais le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a pas d'investissement. Dans un pays où l'investissement, il n'y a pas d'investissement, dans un pays où l'endettement privé, celui des entreprises et celui des ménages et celui de l'État est très important, l'État doit prendre le relais. Il devrait procéder à des investissements massifs. Ce n'est pas le cas. Et le Portugal aujourd'hui est un pays dont l'investissement nouveau ne compense même pas la détérioration du capital par obsolescence, etc. Donc c'est un pays qui s'appauvrit. Donc toute cette rhétorique sur un miracle portugais est faux. Et moi je voudrais dire haut et fort qu'il n'y a pas de salut dans le cadre du néolibéralisme, il n'y a pas de salut dans le cadre des traités européens qui intègrent le néolibéralisme.
Ceci dit, et pour parler plus particulièrement, bon, je voudrais quand même profiter de cet espace qui m'a donné dans ce plateau pour adresser aux grévistes français, à ceux des transports, aux métropolitains, de la SNCF, aux infirmiers, aux professeurs, aux étudiants, aux avocats, le salut fraternel de mon parti et aussi toute l'admiration qu'on éprouve au Portugal pour ce qui est en train de se passer en France depuis les mouvements des Gilets jaunes en passant par toutes les grèves. On éprouve une réelle admiration et je voudrais en faire part ici. Moi, je pense, si je peux continuer, moi, je pense qu'il y a des amalgames qui peuvent être dangereux. Par exemple, le fait de confondre ou de vouloir réduire les mouvements d'extrême droite actuels au fascisme. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça. Et dans ce sens, je ferai mienne la définition de Enzo Traverso, l'historien italien, qui estime qu'aujourd'hui on peut parler de néofascisme. Pourquoi? Parce que les mouvements extrémistes actuels, d'extrême droite, populistes, on ne peut pas les définir tout à fait par rapport au fascisme, mais par contre on ne peut pas les définir sans faire appel à des éléments du fascisme. Mais voilà, si je pense que c'est abusif de faire cet amalgame, en revanche, je pense qu'il est tout à fait dangereux de séparer le néolibéralisme de l'extrême droite. Il y a, en 2017, j'avais écrit un article pour la presse portugaise où je parlais du secours porté par l'extrême droite au néolibéralisme. En réalité, si les partis néolibéraux arrivent à y être élus, comme Macron, c'est grâce à l'existence de l'extrême droite et à cette rhétorique qu'il faut faire barrage à l'extrême droite. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin et il faut dire que l'extrême droite, il est illusoire de combattre l'extrême droite en regardant l'extrême droite. Je crois qu'on doit combattre l'extrême droite en regardant l'extrême droite qui existe dans les gouvernements. Dans les gouvernements, notamment le gouvernement français, il y a l'extrême droite. Et je pense que si on autonomise l'extrême droite, si on attaque l'extrême droite en regardant seulement l'extrême droite, on a vraiment tort. L'extrême droite est dans le pouvoir néolibéral et le pouvoir néolibéral est forcément totalitaire et intègre forcément l'extrême droite. La deuxième partie de notre débat. Merci de l'avoir lancé. On parlait du cas français. Est-ce qu'il y a un agenda européen également, notamment sur ce qui va être de l'ordre du contrôle des réseaux sociaux ? Alors, je vois l'angle réseaux sociaux. Moi, aujourd'hui, c'est presque pas ce qui me préoccupe le plus. C'est l'invisible, c'est vrai. Moi, ce qui me préoccupe, alors c'est l'invisible, mais qui à la fois devient le très visible dans les villes. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, moi, c'est la reconnaissance faciale, c'est le retour de la biométrie, c'est toutes ces technologies qui, jusqu'au siècle dernier, étaient réservées aux populations dangereuses. C'est-à-dire, c'était les pauvres, c'était les étrangers, c'était les criminels récidivistes, qui étaient les seuls qui étaient censés justifier de leur identité à travers le livret ouvrier, le carnet anthropométrique des nomades, les fiches anthropométriques qu'on a quand même inventées en France. Et aujourd'hui, la reconnaissance faciale, dont j'entends un colonel de gendarmerie nationale, alors qui de coup est passé à la postérité après cette petite phrase qui, dans une note pour le centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, parlait de la reconnaissance faciale comme d'un moyen de résoudre les contrôles faciès, parce que sous réserve de faire des algorithmes qui soient pas discriminatoires, c'est quand même un vaste programme déjà, on allait rendre le contrôle d'identité permanent et général. Déjà, on voit le rêve policier qui se matérialise de cette façon-là, et puis surtout le contrôle d'identité permanent et général. On est précisément dans l'imposition d'une biométrie, non plus sur des populations considérées comme des populations dangereuses, mais à l'ensemble de la population, à qui on va l'imposer, mais on va l'imposer sans le dire. On va l'imposer en travaillant sur un mot que j'ai énormément entendu dans la bouche et des industriels et des cabinets ministériels, sur l'acceptabilité de la technologie. Mais l'acceptabilité, c'est jamais qu'une manière pudique d'imposer la technologie. Acceptable et acceptée. C'est vraiment ça, moi, aujourd'hui, qui me... Ce qui est étonnant, c'est que les policiers sont aussi victimes de la machine. Parce que, Alexandre, tu m'avais parlé de cette histoire des policiers qui avaient été réquisitionnés pour surveiller des caméras de surveillance. Est-ce que tu peux m'en dire un mot? On peut en parler, parce que le procès qui s'est tenu ça, c'est quand même incroyable. Nos collègues de Viry-Châtillon qui ont brûlé dans leur voiture
en 2016 pour surveiller une caméra de surveillance, c'est-à-dire qu'il y avait du trafic de stupes à cet endroit-là. La mairie a installé une caméra de surveillance. La caméra de surveillance était régulièrement détruite par les dealers. Du coup, plutôt que de se dire on va mettre des policiers pour résoudre le trafic de drogue, non, on a mis des policiers pour surveiller la caméra de surveillance. Malgré qu'il y ait 4 de nos collègues qui aient brûlé dans leur voiture, les procès ont eu lieu, là il y a eu des sanctions. Et malgré tout ça, le ridicule de la situation, après cet incident, des CRS sont venus en renfort pour surveiller la caméra de surveillance. Et donc en fait, on arrive à quelque chose de complètement aberrant parce qu'en fait, la technologie ne remplace pas l'humain. Ça doit être un support du travail humain. Et à l'heure actuelle, on est en train de déshumaniser le travail de policier. On a enlevé les contrôles routiers humains par des contrôles radars automatiques, que dans des endroits où ça rapporte. Hein. Quand vous envoyez devant une école, vous m'appelez parce que ça doit être une exception française. Après, la procédure également sur le pénal. Le pénal, en même temps, il y a après plainte en ligne, ce qui permet déjà de classer la moitié des choses, parce que plein de gens ne savent pas que... Ils savent même pas que c'est qu'une pré-plainte. Et donc là, au fur et à mesure, on déshumanise la police. Donc c'est pas du tout bon dans une société démocratique. Et pour revenir sur le contrôle de caméras, c'est qu'il y a quelques années, la Chine a mis déjà ça en place. Le contrôle permanent avec les caméras et la reconnaissance faciale. En France, on s'en est outré. Maintenant, on est en train de l'accepter. Ouais, c'est l'acceptabilité. Par rapport à ça, on n'arrête pas de dire le modèle chinois, c'est le repoussoir, c'est surtout ce qu'on veut pas faire. On nous dit on va faire la reconnaissance faciale à la française. Moi, j'entends parler de l'intelligence artificielle éthique. Aujourd'hui, le matériel qu'on achète, ou le matériel qu'offrent certaines entreprises à un certain nombre de municipalités, parce que c'est aussi un moyen de contourner la commande publique. On fait pas encore de la reconnaissance faciale, mais on fait de la vidéosurveillance intelligente, avec des logiciels et des algorithmes qui sont capables... Les JO vont être un marché assez ouvert. Et les JO vont évidemment, alors ça commence déjà parce qu'il y a le levier des municipales. Aujourd'hui, moi j'ai parlé à un industriel il y a quelques semaines qui me disait que depuis un an, il avait eu quasiment 100 demandes de municipalités qui vont de 50 000 à 1 million d'habitants pour se doter de centres de supervision urbain. Donc, il faut s'imaginer une pièce avec plein d'écrans pour contrôler les caméras de surveillance qu'on a installées. Et on a installé tellement de caméras qu'à un moment, on a besoin de cette aide logicielle pour pouvoir être en mesure de traiter toutes ces informations-là. Mais par exemple, à Valenciennes, c'est Huawei qui a offert les caméras de surveillance pour en faire un espèce de showroom sécuritaire, comme ça se fait dans d'autres villes. Alors, on pense évidemment à Nice, qui est toujours un peu l'exemple archétypal, parce que Christian Estrosi tient à tout prix à ce showroom sécuritaire là, donc il y a une espèce de contournement de la commande publique, mais ce repoussoir chinois nous empêche absolument pas l'État français d'acheter des technologies chinoises pour équiper notamment la police. Je pense à l'exemple des caméras piétons qui font pas encore de la reconnaissance faciale, mais on a acheté des caméras piétons à une société chinoise qui s'appelle Hikvision, qui fait de la reconnaissance faciale ethnique, enfin qui travaille dessus en tout cas pour être notamment capable de distinguer les Ouïghours en Chine, qui sont quand même la minorité musulmane la plus persécutée, et à qui les autorités françaises ont acheté des caméras piétons qui ensuite ont été repackagé, on va dire, sous la marque d'une start-up angevine qui s'appelle Oloan. Bon, on apprend aujourd'hui que ces caméras sont absolument pas fonctionnelles, qu'elles n'ont pas d'autonomie, enfin, elles sont grosso modo inutilisables. Mais je remarque que nos grands principes éthiques sur la reconnaissance faciale ou sur l'intelligence artificielle s'arrêtent un peu aux frontières de la réalité économique, on va dire. Alors, moi, je voulais revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Romaric, sur le fait que petit à petit, l'État a intégré le langage de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire, et l'entreprise c'est ce qu'il y a de moins démocratique finalement dans les organisations humaines, est-ce que la fin de course de ce néolibéralisme c'est la fin de la démocratie ? C'est déjà un peu le cas, c'est-à-dire qu'on a déjà de toute façon tout un pan de la décision économique qui est exclu du choix démocratique. Et c'est le principe de base du néolibéralisme, c'est de dire le marché de toute façon dit la vérité, donne la justice, et donc on ne peut pas décider démocratiquement de ce qui donne la vérité, de ce qui dit la vérité. On ne décide pas démocratiquement si la Terre est ronde ou plate. Donc le marché dit la justice, donc on ne décide pas démocratiquement du marché. Donc on protège en fait le marché des choix démocratiques. Et c'est on a ça dans une grande partie des traités européens, mais on a ça par exemple dans la réforme des retraites, on a ce fameux comité d'experts qui va guider le conseil d'administration de la future. C'est CAP 22 aussi sur la réforme de la future. Enfin, on le retrouve à chaque fois. Ce sont les fameux comités indépendants, comités d'experts, toutes ces choses-là, qui en fait dirigent le choix démocratique. Et en fait, la démocratie, elle est faite de façon limitée. Elle est faite à l'intérieur de ce que le marché autorise à décider, ce qui le gêne pas pour le fonctionnement de la marchandisation de la société.
Donc évidemment, comme le but du néolibéralisme, c'est de développer au maximum cette marchandisation, effectivement, le rôle de la démocratie va être limité de plus en plus à des éléments, disons, très réduits ou un peu dérisoires, quoi. Et c'est un peu le principe auquel on est aujourd'hui confronté, et qui fait que, effectivement, un des grands défis du monde aujourd'hui, c'est le défi démocratique, et le néolibéralisme n'est pas capable d'y répondre. On l'a vu avec les gilets jaunes. On a le défi social sur les inégalités, et là non plus, il n'est pas capable d'y répondre. Et le défi écologique, et on sait qu'il n'est pas non plus capable d'y répondre. Donc, effectivement, il est plus effectif. Le néolibéralisme aujourd'hui est toujours dominant parce qu'il n'y a pas réellement d'alternative encore construite qui se présente, mais il est plus effectif. Et donc, il est dans une fuite en avant. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur cette espèce de course contre la montre. Il est dans une fuite en avant pour essayer de s'imposer sous des formes un peu changement. Alors, ça peut être sous des formes verdies dans certains cas, voilà, ou sous des formes néofascistes dans d'autres, et souvent les deux. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en France. Alors, avant de conclure, on reviendra sur les moyens aussi de lutter contre ça. Et Jérôme, ça fait plusieurs mois que tu es dans la rue, justement, et il y a des moyens aussi de se protéger de la surveillance et autres. Serge a retrouvé aussi du débit, et il est en duplex. On va le retrouver avec son invité. Allô ? Oui, c'est là. Allô, allô ? Il était prêt, Serge ? Non, il n'est pas prêt. Il est prêt ? Bon, je pense qu'ils doivent être en train de me balancer, là, non ? T'as rien, toi, sur... Qu'est-ce qu'ils ont, là, ils font chauffer la machine ? Oui, t'as pas le retour. Alors... Bon. Alors, eh bien, on ne le contacte pas, c'est merveilleux, c'est la technique. Alors, je parlais justement des moyens de lutter contre ça, contre la surveillance. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je trouve que justement, les villes visibilisent beaucoup le problème, parce qu'on a tout un tas de technologies qui s'y déploient, qui traduisent assez bien justement cette espèce à la fois d'hybridation entre le public et le privé, mais aussi de déséquilibre très fort entre la puissance publique et le secteur privé, qui du coup rend les collectivités territoriales en l'espèce, ou même l'État, très dépendants de la proposition technologique, on va dire. Et aujourd'hui, les villes sont à la fois un laboratoire dans lequel les habitants deviennent des cobayes d'un espace public qui est quasi militarisé, parce qu'on y déploie des technologies qui sont quand même de grade militaire à la base. Oui. Et c'est aussi là où se gagnent les petites victoires. On voit par exemple aux États-Unis un tas de municipalités qui ont interdit la reconnaissance faciale à des fins policières. On voit en France un certain nombre de décisions. On a par exemple interdit la reconnaissance faciale à l'entrée de lycées à Nice et à Marseille. La ville de Saint-Étienne voulait installer des capteurs pour capter des bruit suspect dans un quartier populaire, la CNIL a dit non. La vidéosurveillance intelligente est attaquée par une association qui s'appelle la Quadrature du Net à Marseille. Oui. Donc on a comme ça quand même des petites luttes qui se montent et qui permettent de rééquilibrer un peu ce rapport de force, parce qu'on se rend bien compte que dans la discussion supra-étatique, on va dire, et déjà même au niveau de la discussion étatique, c'est très difficile d'obtenir des victoires, parce que c'est très difficile d'inverser cette espèce de rapport de force. Je prends toujours la même image, quand Mark Zuckerberg vient à l'Élysée, il est reçu comme un chef d'État étranger sous les ordres de la République, on fait une jolie photo comme si on était en train de recevoir le président des États-Unis. Il y a quelques années, Bernard Cazeneuve, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, était parti aux États-Unis pour sensibiliser les plateformes à la question de la lutte contre le terrorisme, en plus dans un contexte quand même un peu lourd et compliqué. Il a été reçu par un sous-fifre de Facebook quand il a fait sa tournée de la Silicon Valley. Donc on voit là aussi cette espèce d'asymétrie assez folle. Où les GAFA ont la puissance des États, finalement. Qui montre bien que toutes ces promesses de régulation qu'on entend depuis des années, en réalité, soit elles sont ineffectives, soit on peut douter de leur sincérité. Et aujourd'hui, quand on a des États qui partagent avec des sociétés privées la même double obsession, c'est-à-dire la prédiction des comportements, que ce soit à des fins publicitaires ou sécuritaires, et l'automatisation, et alors le Graal absolu étant l'automatisation de la prédiction des comportements, alors là c'est jackpot, on peut douter de la réelle volonté des États de réguler les entreprises en question. Les Gilets jaunes, ça fait combien de mois maintenant que vous êtes dans la rue tous les samedis ? Je dirais pas qu'on est en résistance, on commence à le devenir, parce que j'en ai commencé à parler ce week-end, ne serait-ce que pour remotiver un peu les troupes et rappeler... au projet, on va dire. Tout quoi, sur les retraites ou résistance au projet macronien d'ordre général ? Oui, on est là-dessus. Moi aujourd'hui, mon dossier, en tout cas, c'est la personnalisation de l'être humain, la crédibilité du travailleur, la reconnaissance du travailleur, que les gens puissent
vivre correctement jusqu'à la fin du mois. Alors moi j'ai un discours un petit peu transgressif sur les retraites, j'en ai un peu rien à foutre des retraites parce qu'aujourd'hui force est de constater qu'il y a des gens qui dorment dans leur voiture alors qu'ils travaillent, il y a des gens qui n'ont rien à bouffer à la fin du mois, des anciens qui ne sont pas respectés, qui meurent seuls dans leurs appartements, des chômeurs qui sont à l'agonie, des malades qui n'en peuvent plus de pas avoir de soins à l'hôpital ou d'être mal soignés parce qu'il n'y a plus de fonds. Moi je suis pour ce dossier-là et c'est très compliqué aujourd'hui de s'apercevoir que on n'est même pas capable de sensibiliser l'opinion publique et que la seule réponse qu'on peut avoir, c'est cette fameuse répression qu'on subit tous les jours. Donc il y a répression, il y a mutilation, il y a voilà. Tu vois, la mutilation, moi ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que on pleure sur le cas Griveaux pour y revenir et pour faire un petit peu ce fil rouge. Et on pleure pas sur un gamin de 14 ans qui allait s'acheter un blouson et qui s'est pris une bastos en pleine joue et qu'aujourd'hui est défiguré de la mâchoire et qui est classé sans suite. Parce qu'on parlait des caméras, mais les caméras, c'est pareil, ça avantage que ceux que ça arrange. Parce que moi, comme par hasard, la caméra au-dessus de la Bastille, elle fonctionnait pas ce jour-là. C'est regrettable. Et je vais te dire, moi j'ai vu dans un tribunal l'autre jour les caméras, tu vois le moindre point noir au milieu du front. Hein. Plus petit qu'il soit, hein. C'est impressionnant comme on peut voir. Donc tout ça, il faut aujourd'hui s'apercevoir que si on se bat pas aujourd'hui, ce sera très compliqué demain et qu'on va pas pouvoir... c'est maintenant qu'il faut agir et qu'il faut que l'ensemble de l'opinion publique soit concernée par ce qui se passe parce qu'un jour ou l'autre, ils en seront victimes quoi qu'il advienne. Donc notre combat est juste et s'il n'était pas juste, on n'en prendrait pas autant plein la tronche comme on est. Est-ce que les avocats, justement parce qu'ils sont en grève, c'est pour les retraites, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Le malaise de la justice aussi, il est important dans le mouvement des avocats. Il y a un énorme malaise au sein de l'institution judiciaire. Il faut quand même savoir que la France est un des pays au sein de l'Union européenne qui consacre quasiment le moins d'argent à sa justice. Hein. C'est 68 € par habitant. Il y a 10 magistrats professionnels pour 100 000 habitants. Depuis Sarkozy, avec la mise en place des politiques générales de réduction de la dépense publique, l'institution judiciaire a cessé de mettre l'humain dont on ne cesse de parler, que nous appelons vraiment de nos voeux, enfin qu'on veut soutenir, comme vient de le dire Sébastien Jumel, en disant je vais faire rentrer dans l'hémicycle la vie de ces gens, de Madame Machin, etc. Eh bien, depuis 2008, l'institution judiciaire a pas mis l'humain, a écarté l'humain, écarte de plus en plus l'être humain au profit d'une logique qui est une logique gestionnaire, que tout le monde paye. C'est-à-dire, les magistrats payent cette logique gestionnaire, c'est-à-dire qu'on leur demande de rendre tant de jugements par mois, et s'ils ne les rendent pas, ils vont être mal notés par leur chef de cour. Les greffiers sont soumis à des cadences infernales. Les avocats doivent s'adapter à cette situation. Et donc, l'institution judiciaire en France, elle est clochardisée en réalité, si on veut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, la réforme des retraites qui impacte particulièrement les avocats, parce que pour les avocats qui ne sont pas des salariés et qui ne sont pas des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'eux prennent à 100% leur cotisation retraite, alors que le salarié ou le fonctionnaire, il y a 60% de sa cotisation qui est prise en charge par l'employeur, donc, alors qu'on a une caisse qui est bénéficiaire, autonome et solidaire, puisqu'on reverse chaque année plus de 100 millions par an aux autres caisses de retraite, c'est extrêmement injuste. Et donc c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et surtout que, en fait, en face de nous, mais je crois qu'on n'est pas les seuls, et j'aimerais que les gens s'en rendent compte, on a un mur. C'est-à-dire, quoi, on vous dit on fait de la concertation, on fait de la négociation. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de négociation. Quoi que l'on dise, on vous répond, c'est comme ça et pas autrement, on ne bougera pas. Et on nous reçoit uniquement pour la galerie. Et c'est la méthode Macron en réalité. Ouais. Ils n'en ont rien à faire, tout simplement parce que ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas dans leur logique, qui est la logique que vous avez décrite, Romaric, c'est-à-dire une logique néolibérale où tout est marchandise en fait. Et ceux qui ne rentrent pas dans cette logique-là, eh bien, ça ne les intéresse pas. Ils ne savent même pas que ça existe. Ils vivent ailleurs. Vraiment ailleurs. Et ce qui est remarquable dans la mobilisation des avocats, c'est qu'on est 70 000 et que c'est du jamais vu, la grève des 70 000 avocats. Du jamais vu. Que l'instance représentative de notre profession, le Conseil national des barreaux avec Christiane Ferral-Schul, appelle à la grève depuis maintenant 7 semaines. C'est du jamais vu. Et c'est donc, si on en est là, c'est qu'il y a un malaise qui est très profond, qui dépasse évidemment la question des retraites, mais qui concerne aussi la question des retraites et qui nous met dans ce rapport très particulier avec un État, un gouvernement, qui au fond est dirigé par 4 personnes.
un président de la République, son Premier ministre et leurs 2 secrétaires généraux. C'est tout. C'est tout. C'est pas autre chose. Et ensuite, les directives, elles descendent. On vient encore de le voir avec la désignation de Madame Buzyn pour la tête de liste au municipal. C'est bien parce que le président lui a demandé qu'elle y a été, et pas pour autre chose. Donc, on voit bien comment ça fonctionne. Et ce dont je pense que la chose qu'il ne mesure pas, c'est que cette manière de gouverner, elle génère de la colère. Cette manière de gouverner, elle fait augmenter le sentiment d'injustice. Et donc, ça va obligatoirement amener à un retour de bâton, un effet boomerang qui pourra être vraiment dévastateur. On ne peut pas taper impunément sur les citoyens. On ne peut pas impunément laisser des policiers, pas tous évidemment, se comporter comme vous l'avez décrit, monsieur, sans rendre la justice. Le sentiment d'injustice, c'est le ferment de la colère. Et s'ils ne l'entendent pas, eh bien, la colère montera. Jérôme, tu voulais réagir? Tu vois, j'entendais madame parler, 70 000 avocats, vous dites que c'est du jamais vu. Jamais vu. Depuis novembre 2018, on n'entend que des superlatifs. Mouvement social d'1 an et demi, 60 jours de grève, c'est du jamais vu, du record par-ci, du record par-là. Et ça marche pas. Non, c'est vrai, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi... Enfin, c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Non, pas du tout. Voilà, justement, je vais y venir. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce schéma institutionnel de la grève qui se limite à manifestation, piquet de grève et ensuite une petite AG, ça reste utile, ça reste un outil, mais c'est plus une finalité comme il y a 20 ans en arrière. On était 1 million dans la rue, c'était bouclé, ça tombait. Je me rappelle de 95, ça a été plié. Un mois, voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Force est de constater que ce genre de combat ne fonctionne plus. Il faut partir sur d'autres méthodologies qui passent par la convergence citoyenne qui porte une robe noire, un gilet jaune ou un gilet rouge. Oui. Pour un essayer gilet vert ou un gilet voilà, noir. quelle que soit la couleur, ou même tout nu, on va penser à ceux du Cap d'Agde. Mais quoi qu'il advienne, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que, excusez-moi, mais je vais faire mal, hein. Sarkozy, il avait raison. Il y a une grève, on n'en entend plus parler. À l'époque. Ça me fait mal. Ça me fait mal de le dire. Ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui, voilà, tu vois, Lafarge, là, tu vas y venir tout à l'heure, on n'en a pas entendu parler aujourd'hui. Sur une action d'extinction rébellion, ça a été très rapide, une petite brève. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que l'ensemble des citoyens qui sont en lutte et qui vivent cette injustice, parce que c'est le mot, c'est injustice, ça fait 40 ans que c'est injuste ce qui se passe en France, on puisse gagner ce combat, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est le dernier moment où on pourra le faire, quoi, pour nos gamins. Mais alors, les syndicats sont pas en ordre de bataille, il n'y a pas de grève générale. Syndicats, tu vois, sur la manif d'aujourd'hui, tu n'avais pas de syndicat. Ouais. Tu avais la base. Voilà. Et à quoi tu vois que tu avais la base? Tu n'avais pas un ballon. Si, il y avait des syndicats. Excusez-moi. Oui, non, mais nous, Gilets jaunes, on fait la différence entre un syndicat qui représente le corporatisme, l'élite, qui n'est plus à l'écoute de leur base, et les syndiqués, c'est ceux qui ont marché avec les Gilets jaunes, qui sont dans la lutte et qui marchent aujourd'hui devant sur les cortèges syndicaux et qui ne sont pas derrière leur ballon. On fait la différence parce que, pour moi, Martinez, c'est de l'élite, qui n'écoute plus sa base. Et la base, aujourd'hui, elle était bien présente dans la rue et il n'y avait pas de ballon. Alors, Romaric, est-ce qu'on a des exemples de pays où les populations ont réussi à faire dérailler le projet néolibéral? Non. Bon, alors, bonne soirée. Non, mais en fait, c'est un mouvement qui est né, encore une fois, d'une crise interne du capitalisme, et on est, en fait, aujourd'hui, depuis 2008, entré dans une autre crise interne du capitalisme. Et évidemment, c'est des processus qui sont extrêmement longs, qui sont, quand on est au milieu, qui peuvent être parfois désespérants et dont on ne voit pas à l'issue, mais on voit bien qu'il y a des choses qui bougent aujourd'hui sur le plan de l'écologie. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Sur le plan démocratique, on a eu les Gilets jaunes en France, mais on a eu tout ce mouvement dans les pays émergents. Et je rappelle quand même que, moi, il y a 5-6 ans, tout le monde me disait mais vos histoires d'inégalité, c'est des histoires de riches, vous savez. Dans les pays émergents, les gens sont tellement contents de la croissance, etc. Bon, là, on voit le Chili, le Liban, tout ça sont des pays qui ont tout misé sur le néolibéralisme, c'est-à-dire sur vraiment la libéralisation des capitaux, sur les inégalités, etc. Et qui aujourd'hui reprennent ça en pleine poire. Et puis, on a la demande sociale qui est très forte, notamment aujourd'hui aux
États-Unis et aussi au Royaume-Uni de rejet des inégalités sociales et qui sont en fait au cœur maintenant du système politique. Donc en fait aujourd'hui il y a quelque chose qui se joue et il va y avoir aussi là une lutte, je dirais, de projets vraiment pour essayer effectivement de s'extirper de cette logique de marchandisation pour effectivement mettre à mal ce projet-là. Mais moi, mon point de vue, c'est que vraiment le néolibéralisme est arrivé en fait au bout de sa logique et qu'il est en fait, il ne peut se défendre que par une fuite en avant autoritaire et que, comme l'a dit Madame, ça, un jour ou l'autre, ça se paye par des retours de bâton parfois douloureux. Donc, le projet politique aujourd'hui, c'est d'éviter ce retour de bâton douloureux. Mais ça, c'est 2022 qui va être clé dans la 2022 ou autre chose, parce que c'est pas voilà. Non, c'est foutu, 2022. Non, enfin, je sais pas si c'est foutu, mais je veux dire, ça n'est qu'une étape par rapport à un processus qui, pour le moment, comment dire. En fait, il faut attendre la prochaine grande crise systémique, c'est ça? On est dans la crise dans la crise. On est dans la crise systémique. Sinon, on n'aurait pas effectivement ce que dit Monsieur, ces records en permanence de mobilisation, de choses comme ça. On est dans cette crise systémique. Et en fait, il y a une temporalité qui est assez différente de ce qu'on peut imaginer, parce qu'aujourd'hui, on est habitué un peu à l'instantané, etc. Mais quand le capitalisme entre en crise en 2007, les effets se font ressentir à 5, 10, 15 ans. C'est le capitalisme, c'est pas la démocratie. Oui, c'est ça. Voilà, donc, chose qu'on essaie de nous faire croire. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il faut développer... À partir du moment où on est conscient de cette crise, on peut commencer à réfléchir à ce qu'on essaie de construire après. C'est aussi ça. C'est-à-dire que les gens ne se mobilisent pas parce qu'ils ne sentent pas qu'il y a quelque chose après, forcément. Donc, plutôt que d'aller vers l'inconnu, ils préfèrent sauver l'existant. Mais si, effectivement, il y a quelque chose qui se développe et une alternative qui se développe, à ce moment-là, on rentre dans un projet qui est complètement différent et qui s'extirpe, à mon avis, totalement des échéances électorales, des problèmes de personnes, des choses comme ça. Voilà, le projet va être écologique, forcément, on le voit. Il sera écologique, social et démocratique. S'il s'il regroupe pas ces trois-là, de toute façon, ce ne seront que des projets de recyclage, et on les voit se mettre en place, du néolibéralisme, et on voit avec l'Autriche notamment que même l'écologie n'échappe pas à ce type de recyclage, de verdissement du marché ou de ce genre de choses, qui sont en fait des paravents pour continuer les politiques, la politique de la droite autrichienne, qui est une politique xénophobe, autoritaire et de libéralisme à outrance. Et sur la censure qui vient, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? À quel niveau? À notre petit niveau de citoyen pour déjouer la censure? Mais quand tu dis la censure, je pense à la loi Avia sur les discours de haine, qui est une loi de censure masquée. Alors, qui en plus présente quand même je trouve qu'elle a réussi un exploit, c'est-à-dire que a coalisé contre elle toutes les personnes qui étaient censées être les personnes protégées précisément par cette loi-là. Alors je comprends l'idée de répondre à un impératif régalien qui est effectivement de ne pas se prendre des sauts d'injures constamment sur la tête comme Jérôme peut en faire l'expérience, ou comme quiconque peut d'ailleurs en faire l'expérience. C'est quand même, c'est un truc assez universellement partagé. On se rend bien compte qu'aujourd'hui on est dans une logique, mais qui est la même depuis. Ça a été la même chose sur l'antiterrorisme, qui est de délégation de fonctions régaliennes à des entreprises privées. On va convoquer Facebook, on va plutôt leur demander poliment, ou à Facebook ou à Twitter, s'ils veulent bien prendre à leur charge une fonction de police administrative, finalement. Donc on retire systématiquement le juge judiciaire de la boucle, mais ça on l'a vu sur plein d'autres choses, hein. C'est pas uniquement sur les discours de haine, les multiples prorogations de l'état d'urgence et tout un tas d'autres dispositions liberticides de ces dernières années œuvrent à la même chose, à savoir retirer systématiquement le juge judiciaire de l'équation pour aller toujours de plus en plus vite. Donc on retombe toujours aussi sur cette idée d'accélération et d'aller toujours le plus rapidement possible pour essayer de maintenir une apparence comme ça, où on aurait d'un côté la force, de l'autre côté la technologie, pour préserver la rente d'un pouvoir qui s'effrite à vue d'œil, quoi. Alors merci à tous. On va devoir conclure. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat sur la résistible ascension du néolibéralisme autoritaire, même si aucun pays n'a réussi jusqu'à présent. La France, la France va peut-être pouvoir le faire. Je compte sur vous, comme je compte sur vous ce soir pour la caisse de grève.